Bonjour à tous et bienvenue dans RBI, votre réunion de baseball intéressante hebdomadaire. De retour après cette semaine passée, cette semaine sous le signe, plutôt le week-end dernier sous le signe des playoffs et des demi-finales qu'on va débriefer tranquillement. On débriefera aussi les finales qui commencent aujourd'hui, hein, du coup je tourne ce samedi. Ce samedi 9, les finales commencent ce week-end, ce 9 septembre. Plusieurs choses au programme aujourd'hui. On va parler de l'annonce de l'équipe de France, du roster de l'équipe de France pour la Coupe d'Europe de baseball. On va parler bien évidemment des playoffs, des playoffs et des playdowns, de l'AD1 vu que c'est notre sujet principal. Quelques news MLB, quelques news KBO, NPB et on finira sur le débat classique. Comme d'habitude. Ouais. Voilà, un grand merci à ceux qui ont regardé, qui ont liké, qui ont commenté pour cette dernière vidéo. Qui nous permet je vous le rappelle, hein, de continuer à pouvoir avoir ce débat. Notamment quand on arrive du coup au point du débat, forcément, c'est toujours très sympa de l'avoir. On va pouvoir commencer la vidéo tranquillement avec notre premier sujet, bien évidemment, le review des playoffs et des demi-finales, des playdowns bien évidemment, de D1 la semaine dernière. Bon, on va faire rapide, hein, on va passer un point sur tout ce qui s'est passé. Sénart et Montigny avaient partagé, comment dire, du coup, du côté de la Seine-et-Marne, hein, du côté de Sénart, plus beau terrain de France, hein, pour certains. Voilà, un 3-2 pour le premier match, un match très serré. Il me semble un très bon match de la part c'était leur lanceur géorgien Viertchvili ou quelque chose comme ça, avec leur releveur japonais. Et le deuxième match, c'est une domination de la part de Montigny qui l'emporte 11-4. Ils arrivaient le week-end dernier du coup en ayant partagé un match nul, un partout. Ça a encore été serré, hein. Sénart qui prend la première game de manière très dominante, 10-3. On pensait que Montigny était un peu en difficulté, mais au final, c'est avec Franck Lopez, ils ont fait une excellente game, hein, avec leur leader pour changer, qui arrive et qui avec qui force la game 5 avec une victoire 4-0. Et derrière, dans cette game 5, Montigny réussit à l'emporter 7-6, encore un match très serré. Mais du coup, Montigny se qualifie bel et bien en finale de cette D1 méritée, hein. Ils avaient fini premier. Ils ont réussi à bien se débrouiller face à Sénart. Maintenant, vous allez voir, ils vont avoir un gros morceau vu que c'est Montpellier qui a réussi à s'en l'emporter de manière plutôt dominante, hein. On n'était pas sûr, si vous vous souvenez, dans le RBI numéro 4 avec Luc Vigier, on n'était pas forcément confiant sur le niveau que pouvait afficher Montpellier, étant donné leur nombreux départs de joueurs en college, hein, Pierre Doha par exemple, qu'on avait nommé MVP français de l'Euro U23. Voilà, on n'était pas forcément confiant. La première game ne nous a pas laissé donner en confiance, hein. Le premier match à Toulouse où Montpellier prend 12-3, ça semblait compliqué. Ça semblait très compliqué, hein, quand on a vu ça semblait extrêmement compliqué. Mais voilà, Montpellier qui réussit à prendre une game quand même à Toulouse et qui arrive en ayant partagé 1-1. Et comment dire, malgré les doutes qu'on pouvait avoir sur leur forme, Montpellier a littéralement roulé sur Toulouse au match retour à Montpellier dans l'Hérault. 4-1, 8-1, 3-1 la série, se qualifier en finale. Logique, la logique est respectée dans les deux demi-finales, mais on reparlera de la demi-finale après. On va parler d'abord des playdowns, un peu, parce que c'est toujours agréable de parler des playdowns. Rouen et Savigny ont validé leur place. Voilà, Rouen et Savigny ont validé leur place tranquillement pour l'année prochaine. Rouen a fait qu'une bouchée de Metz, 3 games à 0, hein, les deux games à Metz, la game à Rouen. Ça a été rapide, c'était un peu plus compliqué pour Savigny qui a partagé la première game face à La Rochelle. Enfin, les premières games face à La Rochelle, du côté de la côte atlantique, en prenant notamment un 10-0 dans la deuxième manche. On pensait qu'il y avait des gros problèmes avec Savigny. Mais ils sont revenus conquérants à l'email du coup sur leur terrain la semaine d'après, bien évidemment avec la game de samedi qui était commentée par votre serviteur en live. Et d'ailleurs, hein, je vous permets d'annoncer, mais il y aura de plus en plus de games de Savigny qui seront en live sur la chaîne Twitch Lucorde 7 quand il y en aura. Donc ça va surtout se développer à partir de l'année prochaine. J'espère aussi pouvoir couvrir aussi d'autres matchs
de manière à un peu développer aussi de cette médiatisation du baseball en France, qui est toujours quelque chose de très important. Mais ouais, avec un nouveau coach, Sauni qui arrive avec un nouveau coach, leur coach américain est en partie dominant, 7-4 en première manche, 5-2 en première manche. À noter quand même les très bonnes performances d'un homme dont on reparlera tout juste après, Franklin De La Rosa, dans la game 3, qui a fait une super manche au lancer, notamment 5 ou 6 strikeouts de suite. Face à Gilbert Perdomo, c'était plutôt convaincant. Donc ouais, bravo à Savigny, à Rouen pour se qualifier. La Rochelle et Metz se battront pour la dernière place non relégatrice. Je sais pas si c'est pas à partir de cette semaine qu'ils commencent déjà la relégation ou plus tard. Le perdant, bien évidemment, de la série entre La Rochelle et Metz jouera donc le champion des deux pour savoir si on aura une nouvelle équipe ou si on aura la même équipe moins 2. Nice et le PUC étant désormais relégués directement en deuxième division. Allez, on va quand même parler un peu de cette finale parce qu'elle commence ce week-end, on va la traiter de plus en plus. Montpellier et Montigny, on va dire que comment dire ça, la logique est respectée. Montigny en fini premier de sa manche, Montigny ayant fini premier de sa poule, Montpellier ayant fini premier de la sienne. Montpellier très dominant, Montigny peut-être sur un coup de chance, ça on n'en saura jamais rien. Mais voilà, les deux équipes sont très dominantes. Montigny derrière leur ace, leur Franck Lopez, toujours aussi dominant. Montpellier avec leur jeunesse, notamment au bâton, hein, et là, qui domine toujours autant. Moi, je pourrais bien. Enfin, quand je vois Montpellier, en fait, Montpellier me semble inarrêtable, hein. On parle des petites difficultés qu'ils avaient eues en première game face à Toulouse, mais ça restait quand même Toulouse. Toulouse, c'était une sacrée équipe cette saison. Malgré ces difficultés, en fait, moi, il me semble inarrêtable. Il semble extrêmement dominant, extrêmement bon. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais bon, je vois quand même une victoire de Montpellier 3-1 ou 3-2 dans la série. Parce que faut pas oublier quand même qu'il y a un sacré joueur, comme Franck Lopez notamment, qui peut traîner à Montigny, qui peut être en mesure de prendre une ou deux games à Montpellier, rien qu'avec un pitching aussi dominant qu'il a pu donner par exemple au Challenge de France. On verra. Moi je vois bien un 3-1, peut-être un 3-2 si Franck Lopez joue sur les 2 semaines, sur les 2 week-ends. On verra bien. Mais je pense qu'on va assister à une excellente finale. Je pense pas pouvoir être en mesure de couvrir sur place. J'aimerais bien. Peut-être les matchs à Montigny encore. Je pense pas. Je pense que ce sera pas possible. Mais voilà, c'est un peu dommage. Mais je vous ferai les résumés en tout cas de ce que j'ai pu voir la semaine prochaine, du coup, dans le prochain RBI. Allez, on passe à la grosse news aussi qui est tombée cette semaine, qui est tombée récemment d'ailleurs, elle est tombée en fin de semaine. C'est Keino Pérez, le manager de l'équipe de France senior, qui annonce la liste des 24 pour l'Euro qui aura lieu du 24 septembre au 1er octobre. L'Euro qu'on essaiera de suivre bien comme il faut ici en France. Enfin, en tout cas ici sur cette chaîne. Une liste, franchement, moi que je trouve très sympa, un roster très sympa. Enfin, il y a du beau monde, c'est une équipe très complète, je trouve. Une équipe très complète et intéressante. En tout cas, sur le papier. On a un peu de joueurs MLB, on a Ernesto Wilson Martinez. On a Ernesto Wilson Martinez qui arrive du système des Milwaukee Brewers. On a Frédéric Hanvey, comme vous avez pu voir sur la liste, qui est un joueur d'expérience, clairement, hein, qui joue à Sénart, qui a plusieurs années en minor league. C'est un sacré morceau. Mais on a aussi du beau monde, on a du jeune, du très jeune aussi, hein. Enfin, on a certains jeunes de l'Euro U23, Miguel Lopez de La Rochelle, on a Nathan Lao de Montpellier. Qui sont des jeunes qui jouent très très bien. On a du U18, hein, la sélection de Ben Couvreur, 17 ans, MVP, comment dire, meilleur lanceur des championnats du monde de U15 l'année dernière, qui a déjà lancé à l'Euro U23 cette saison, qui lance pour Montpellier régulièrement. Hein, vous savez déjà ce que je pense de Ben Couvreur, à mes yeux c'est un sacré, c'est notre pépite à nous et c'est le joueur, s'il y a bien un joueur dans les prochaines années qui peut rejoindre le farm system MLB et y performer et aller loin, c'est bien Ben Couvreur.
En plus de ça, voilà, il y a d'autres joueurs, hein, Quentin Moulin, Esteban Prioul de Rouen, qui sont des jeunes lanceurs très performants. Mais voilà, on a aussi d'autres joueurs talentueux de première division, hein. Je pense par exemple pour Savigny, enfin, on a Tom Dahan, Léo Gimignan, du coup, hein, dont on parle, je pense pas assez, qui est quand même le MVP du All-Star Game cette année, qui joue en D1, qui joue en D1 NCAA cette saison encore. Gédéon Kos, qui a déjà été sélectionné l'année dernière, notamment pour le World Baseball Classic dans l'équipe de France. Franklin De La Rosa aussi, donc qui a fait une excellente game, comme je disais tout à l'heure, face à Savigny samedi. Vraiment un excellent lanceur, je trouve. Vraiment, ouais, très positif en tout cas l'image que j'ai de lui, et c'est très bien qu'il soit sélectionné aujourd'hui dans cette sélection française. Donc ouais, non, vraiment, ce que je dis, c'est qu'on a vraiment une équipe qui est... comment dire ça? On a vraiment une équipe qui est complète, qui est intéressante. On va parler un peu du groupe quand même, mais pour moi, il devrait quand même se qualifier en quart de finale. L'objectif, clairement, ça doit être au moins ça. Quand on a un groupe avec la Croatie, l'Ukraine et les Pays-Bas, bon, on va pas se cacher, les Pays-Bas, c'est les favoris de la compétition, ça va être très dur à battre. Ça joue très bien, ils ont le meilleur championnat d'Europe, certains des meilleurs joueurs d'Europe, des joueurs dans les farm system MLB, etc. Ça va ramener, ils vont ramener du monde, forcément. Ils vont être très compliqués à battre. J'aime beaucoup notre équipe de France, hein, mais je pense pas qu'on ait le niveau pour les battre. Par contre, les autres équipes, l'Ukraine, pour moi, bah, c'est le plus facile. Ça va être clairement le plus facile à battre. On doit en faire qu'une bouchée de l'Ukraine. La Croatie peut-être un peu plus compliqué, mais comme on a vu comment dire, c'est sur la division 2 européenne dans la coupe, la Confederation Cup, je crois que c'est celle-là, où Savigny a participé notamment. Bah en fait, qui se passait notamment à Karlovac, donc en Croatie, bah en fait on a joué les Croates, on en a fait qu'une bouchée. On en a fait qu'une bouchée, donc c'est largement tenable. Il y a vraiment moyen, voilà, d'attaquer, d'aller sur ces quarts de finale. Moi, si je devais donner un objectif à cette équipe de France, je sais peut-être que certains peut-être regardent ces vidéos-là. Moi, les gars, je vous donne un objectif. C'est de viser les demi, hein. C'est de sortir un gros morceau, essayer de faire une perf. J'aimerais vraiment bien les voir en demi, hein. Je vous demande pas de gagner la compète. Mais voilà, déjà, se qualifier en quart, ce serait un très bon résultat. Objectif demi pour perf, et montrer que la nouvelle génération en France, bah, elle a du très bon niveau, et je suis sûr que les gars en sont capables. Allez, on passe à quelques news MLV en vrac, il y en a deux, c'est pas compliqué. On n'en parle pas beaucoup, mais Ronald Acuna Jr. qui fait clairement une année de MVP. Il est à 6 home runs de rentrer dans le club très fermé, étant donné que ce serait le seul à réussir à avoir fait ça, de 40 home runs, 40 bases volées en une saison. Il lui reste 23 matchs, peut-être 22 maintenant, pour atteindre ce résultat. Il n'a plus qu'à 6 home runs à mettre, c'est tout à fait possible. Une année vraiment de MVP pour Ronald Acuna Jr. Et on va peut-être assister une nouvelle fois cette année à de l'histoire. Cette fois-ci pas avec plus de 60 home runs, mais avec les 40 home runs, 40 bases volées de Ronald Acuna Jr., qui compléterait une année des Braves excellente. La deuxième news, c'est la bonne forme de Kodai Senga, le lanceur japonais des Mets, qui est un peu, voilà, la lumière dans une année très noire de la part des Mets. C'est simple, hein, il pitch déjà 2,67 d'IRA sur ses 10 derniers starts. On parle de lui pour se mêler à la course au Cy Young, pourquoi pas, avec ses 3,07 d'IRA, ses 176 strikeouts, hein, il se rapproche doucement des 200 strikeouts, ce qui serait quand même une saison extraordinaire. Kodai Senga, ça lance très bien. Bah, on le sait, hein, c'est l'excellence japonaise, hein, c'est vraiment ça, hein, l'excellence japonaise. Et vraiment, il fait un travail excellentissime. Et je suis vraiment... voilà, j'essaye de voir, hein. La course au Cy Young, ça va pas être facile, hein. Devant lui, il y a des Gerrit Cole, il y a du sacré lanceur, du Kevin Gausman, etc. Mais il en est capable, et il fait une très bonne saison. Et il pourrait mériter, pourquoi pas, ce Cy Young à la clé. Allez, petit point KBO NPB, j'ai pas grand chose à vous dire dessus, je vous mets les classements, les Twins toujours en tête devant les Wiz, la course playoff en KBO, bon bah c'est plutôt fait, c'est plus la question à qui ne finira pas dernier
Voilà, on est plus sur une course à qui ne finira pas dernier de la KBO entre les Heroes, les Lions, les Eagles et dans un certain sens les Giants. Ouais, dans l'ensemble, le reste c'est fait, hein. Les Bears, les Dozen Bears comment dire, ont fait un écart assez grand et assez clair hein, sur les Giants, donc il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. Voilà, maintenant ça, pour les playoffs, ça va être une question de positionnement. Qui sera devant qui jouera moins de games que les autres, parce que le système de playoff KBO, il reste 4 semaines à peu près. Le système de playoff KBO, c'est pas compliqué, hein, c'est littéralement le 7ème affronte le 6ème, le gagnant de cette série en au meilleur des 3 manches, enfin au meilleur des 3 matchs affronte le 5ème, au meilleur des 3 matchs qui affronte le 4ème, au meilleur des 3 matchs qui affronte le 3ème, au meilleur des 3 matchs. Voilà, c'est un truc qui remonte tout simplement. Donc ça va être tranquille, je pense. Ça va être assez tranquille, je pense. Les Wiz qui ont ralenti d'ailleurs, hein. Je pense que les Twins sont tranquilles et vont pouvoir continuer de dominer la saison et prendre la première place de la saison régulière assez facilement. Du côté KBO NPB, pas encore une fois. Du côté NPB, bah pareil. Il n'y a pas vraiment de changement. Les les Tigers Carp Baystars sont toujours en playoff. Côté division centrale, côté Pacifique, les Buffaloes, les Lotte Marines, les Hawks sont toujours en playoff. J'ai l'impression, hein, ça fait plus de 2 mois qu'en fait le classement en NPB il change pas, hein. Il y a toujours ces 3 mêmes équipes qui dominent. Ça au moins c'est un truc qui change pas. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la KBO NPB. On va attendre doucement, je pense, les playoffs pour pouvoir continuer de parler de tout ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur la rubrique internationale aujourd'hui. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Vraiment, c'est assez vide en ce moment. Mais ce qui va nous laisser donc plus de temps pour parler un peu du débat de la semaine passée. On parlait voilà de est-ce que ça serait pas mieux pour la MLB d'ouvrir un peu plus son système comment dire aux joueurs étrangers. Parce qu'on sait, hein, le système MLB, c'est de la draft qui est principalement réservé aux joueurs américains et quelques joueurs latinos qui sont rentrés à l'université aux États-Unis ou en high school, donc au lycée. Mais c'est assez fermé, et par exemple, quand on voit les Japonais, ils peuvent pas rentrer dans la ligue avant 26-27 ans, ce qui fait que tu n'auras jamais un meilleur joueur de l'histoire ou un leader en stats dans l'histoire qui sera un étranger, un asiatique, un européen, quoi que ce soit. S'il n'était pas déjà rentré avant dans dans le farm system américain. C'est dommage parce que bah, les Japonais, on sait par exemple que les Japonais et les Coréens, bah, ils veulent pas trop quitter leur pays tout de suite, ou à de très rares occasions, si on veut. Et au final, bah, c'est pas, ils préfèrent faire quelques années dans leur pays avant de prendre. Et c'est pas forcément pareil pour les Européens, mais il y a certains joueurs européens, bah, on voit Ben Couvreur, hein, il pourrait déjà être en lycée Ben Couvreur aux États-Unis, mais il le fait pas. Et ce qui sera en université, on pense pas non plus. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est toujours facile. Mais je prends la réponse de Pain Beurre Confiture 1, 2, 3, 4. J'adore le pseudo d'ailleurs au passage, qui nous dit que pour lui, rendre plus facile d'arriver des joueurs étrangers en MLB, ça peut être positif comme négatif. Parce que voilà, le point positif, c'est permettre d'être talent du monde entier, d'être vu plus facilement, augmenter le niveau et faire développer à l'international l'image de la MLB. Voilà, un exemple, un gros frappeur français dans les meilleurs de la ligue, ça va donner plus de visibilité au baseball en France, comme Parker au basket. Et le négatif, c'est qu'il faudrait pas que la team recrute de l'étranger seulement pour un quota vente de maillots dans un pays. Exemple, encore un exemple, un bon joueur de cricket indien, mais c'est vraiment faible au baseball, recruté seulement pour vendre des maillots en Inde. Diversité, oui, mais à condition que ce soit vraiment pour un côté sportif. J'aime bien le commentaire, même si voilà, je pense pas que les teams MLB recruteront pour une quota vente de maillots. Je veux dire, on voit la NBA justement, hein, on peut prendre l'exemple sur la ligue de basket, la NBA, donc un exemple qui me parle bien, où le nombre de joueurs étrangers s'est extrêmement développé, parce qu'en fait les scouts, les équipes NBA se sont ouverts à l'étranger et commencent à recruter beaucoup plus à l'étranger. Mais ils recrutent pas pour vendre à l'international. C'est un point positif certes, mais voilà, quand on voit la domination des joueurs étrangers en NBA, on se dit que voilà, si on faisait pareil en MLB, il y aura peut-être moins de joueurs américains. Il y aura toujours autant de joueurs américains, techniquement, mais voilà, tu prendrais les meilleurs de l'étranger, et aujourd'hui, bah, les meilleurs de l'étranger, quand on regarde des Shohei Ohtani, qui sont arrivés très tard en MLB, quand on regarde les monstres qui lancent en NPB actuellement, les Roki Sasaki, les Yoshinobu Yamamoto, qui se doivent attendre 25 ans pour pouvoir rentrer en MLB, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, faut le dire. Je regarde même en Corée, hein, Lee Jong-ho,
C'est compliqué en fait c'est très compliqué de devoir attendre autant de temps pour pouvoir les recruter, pour pouvoir aller les chercher. Je veux dire, hein, même quand on regarde, il y a certains joueurs en République dominicaine, je suis sûrement après le problème de la République dominicaine, c'est que les équipes MLB les recrutent très très jeunes. Mais avant qu'ils jouent en équipe professionnelle, avant qu'ils jouent dans des ligues professionnelles. Mais voilà, dans les ligues professionnelles, je regarde même en Europe, hein, ils pourraient aller recruter du côté de la Bundesliga, du côté de la ligue néerlandaise. Il y a du talent là-bas, mais c'est compliqué. Et ça vaut pas toujours ça vaut pas toujours le coup hein, pour certains, pour certains. Mais ouais, voilà. Mais je comprends je comprends l'inquiétude. Mais voilà, si on a par exemple on a des bons joueurs qui vont sortir de la Baseball United, etc., ils vont devoir attendre un certain temps avant de pouvoir rejoindre la MLB. C'est dommage aussi parce que du coup ça pose un peu problème. Mais non, mais je suis totalement d'accord avec ce commentaire qui est très intéressant. C'est que oui, il faut pas que ça tombe dans du marketing à tout prix. Aller chercher un Indien parce que bah putain, on va vendre des maillots en Inde. Aller chercher un Chinois parce que oh putain, qu'est-ce qu'on va vendre des maillots en Chine. Ouais, faut que ça soit un côté sportif. Mais connaissant le niveau MLB, etc., l'objectif c'est de gagner. Et ils peuvent faire ça assez facilement au final, si c'est la même rigueur que dans la NBA, en allant chercher ces jeunes joueurs assez facilement. Ou alors peut-être rentrer, laisser là un peu plus de choix à la draft, du choix à l'international pour la draft aussi, ça peut être très sympa aussi. Ouvrir un peu plus le niveau international à la draft, qui est assez peu fait en ce moment, et réservé principalement au lycée et aux, euh, et aux, et aux universités. Après ce débat, bon allez, on va ouvrir sur un peu le débat de l'année, le débat comment dire de la semaine prochaine. J'attends beaucoup de réponses encore, n'hésitez pas, hein, poussez les réponses. La question elle est simple, jusqu'où peuvent aller les Français à l'Euro? Jusqu'où vous voulez aller voir les Français à l'Euro? Bon, on aimerait tous les voir gagner, mais jusqu'où vous pensez que cette équipe peut aller, hein, quand on a vu le niveau que je vous ai expliqué, vous avez vu les joueurs, certains, si vous êtes familier avec ces joueurs-là, etc. N'hésitez pas à me donner votre opinion, jusqu'où ils peuvent aller. Moi comme j'ai dit, hein, moi je pense que le bon résultat, le résultat correct, ce serait les quarts de finale, mais que j'aimerais vraiment les voir en demi-finale pour savoir s'ils sont capables de passer un cap. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à laisser un petit pouce. Et bien évidemment à mettre le commentaire. N'hésitez pas à aller suivre aussi la chaîne Twitch à Lucord7 et vous verrez hein, cette page de fin. Elle va un peu s'agrandir, hein. Cette semaine va se créer normalement la chaîne, la page, hein, ouais, le compte Instagram de RBI et de la chaîne Alucord, et le compte Twitter de la chaîne Alucord, etc. pour suivre les résultats. J'essaierai de poster du résultat, des opinions, des news aussi en plus, pour que vous puissiez suivre tout ça. Des interviews exclusives comme vous avez pu avoir. J'espère que d'ailleurs vous avez pu les deux petites interviews qu'il y a eu de post-match samedi, hein, de Savigny-La Rochelle. C'est en partie pas comme ça que je compte aussi développer le baseball, essayer de donner un peu de visibilité aux joueurs, leur donner la parole. Donner la parole aux acteurs du milieu de manière générale, mais vous verrez, avec les projets qui vont arriver sur cette chaîne, on va essayer de donner un maximum la parole à tous ces acteurs. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.